Pendant 12 ans, Himmler a dirigé l'appareil de répression le plus meurtrier du Troisième Reich. En mai 1945, il n'était plus qu'un fugitif déguisé, sans alliés, sans pouvoir, avec une capsule de poison dissimulée dans la bouche. Il avait construit les SS, supervisé les camps de concentration, coordonné les déportations et les exterminations massives. Mais lorsque le régime s'est effondré, il a été écarté par Hitler, ignoré par Dönitz et méprisé par les Alliés. Il a fini par errer parmi les ruines, sous un faux nom, avec des documents volés et l'espoir d'échapper à la punition. Comment Himmler a-t-il vécu ces derniers jours alors que le Reich s'effondrait? Pourquoi a-t-il trahi Hitler au dernier moment? Et comment l'un des hommes les plus puissants du régime a-t-il fini, déguisé, à supplier pour sa vie? Himmler et l'effondrement de son empire, la chute de l'architecte de la terreur nazie. Au début de l'année 1945, le Troisième Reich se trouvait au bord de l'effondrement. La victoire des Alliés semblait inévitable après l'échec de l'offensive des Ardennes, tandis que l'avancée implacable de l'armée rouge depuis l'Est épuisait les dernières réserves de résistance allemande. Le rêve d'un empire dominant l'Europe s'était évanoui et la guerre s'acheminait vers sa conclusion fatale. Adolf Hitler, reclus dans son bunker à Berlin, restait convaincu qu'il pourrait encore renverser la situation. Dans cet état de déni et d'isolement, il ne reconnaissait pas que son empire était en ruine. Pendant ce temps, Heinrich Himmler, chef des SS et l'un des hommes les plus puissants du régime, se trouvait dans une position unique pour prendre des décisions cruciales sur l'avenir de l'Allemagne, bien que ses plans fussent très différents de ceux du Führer lui-même. Heinrich Himmler n'était pas seulement le chef des SS, la redoutable organisation de sécurité nazie qui avait exercé un contrôle sur les camps de concentration, la Gestapo et l'appareil répressif de l'État, mais aussi l'architecte d'une structure parallèle à l'État allemand lui-même. Sous son autorité, les SS étaient devenus une force de 900 000 hommes, et leur influence s'étendait à tous les aspects de la vie allemande, de l'armée avec la Waffen-SS jusqu'aux industries les plus importantes du Reich. La situation en Allemagne était radicalement différente de celle des années précédentes. Le Reich était usé par la guerre à tous les niveaux. Les infrastructures, essentiellement détruites par les bombardements alliés, ne pouvaient plus soutenir l'effort de guerre. Les usines étaient à l'arrêt ou fonctionnaient au minimum. Le manque de carburant empêchait les véhicules blindés et les divisions motorisées de fonctionner efficacement. Dans ce contexte, Himmler se retrouvait de plus en plus isolé du noyau du pouvoir du Troisième Reich. Bien qu'il eût acquis une grande influence au sein du régime, son manque d'expérience militaire et son ascendance sur un appareil bureaucratique plutôt que sur une armée le rendaient vulnérable aux critiques d'autres membres de la hiérarchie nazie, comme les généraux de la Wehrmacht, qui le considéraient comme un dirigeant faible et incapable de faire face à la situation de manière efficace. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, dans lequel plusieurs hauts gradés de la Wehrmacht furent impliqués, Himmler utilisa la purge qui s'ensuivit pour éliminer bon nombre de ses rivaux au sein du régime. Il profita de la méfiance qu'Hitler éprouvait envers les généraux de l'armée pour s'assurer une position de plus en plus prééminente dans l'administration nazie. À mesure que la guerre avançait, Himmler se voyait comme l'homme capable de survivre à la chute du Troisième Reich, s'adaptant aux nouvelles réalités tandis que les défaites s'accumulaient. Échec sur le front, la rupture fatale de Himmler avec Hitler. À la fin de 1944, alors que la Wehrmacht était complètement épuisée, Hitler plaça ses derniers espoirs dans les forces de la Waffen-SS, qu'Himmler avait créées comme une force d'élite. Cependant, l'issue de la bataille fut désastreuse. L'offensive des Ardennes, lancée en décembre 1944 dans l'espoir de diviser les forces alliées et de reprendre du territoire perdu, s'avéra être un échec. Les soldats allemands, mal entraînés, mal équipés et disposant de peu de ravitaillement, ne purent résister à l'avancée des troupes alliées. Parallèlement, les forces soviétiques avançaient implacablement depuis l'Est et Himmler, qui avait été désigné pour prendre le commandement de plusieurs fronts en tant que commandant militaire, se vit confier l'une des batailles les plus critiques de la guerre, la défense de la Poméranie. La décision d'Hitler de confier cette responsabilité à Himmler fut un acte de désespoir. Himmler, qui manquait d'expérience militaire significative, échoua lamentablement dans la défense de cette région clé. Le manque de préparation, la faible morale des troupes et le manque de ressources matérielles entraînèrent une défaite humiliante.
Les forces soviétiques réussirent à percer les lignes allemandes, s'approchant dangereusement de Berlin. Cet échec militaire fut particulièrement humiliant pour Himmler, car tout au long de la guerre, il avait été un ardent défenseur de la suprématie des SS. Il avait réussi à étendre son pouvoir sur la Wehrmacht et les forces de police du Reich grâce à son contrôle des forces paramilitaires et des camps de concentration. Sa réputation en tant que chef des SS s'était construite sur la brutalité et l'efficacité de ses unités, mais en tant que commandant militaire, il se révéla être un dirigeant incompétent. L'effondrement de la défense en Poméranie conduisit à la destitution d'Himmler de son commandement militaire le 20 mars 1945. L'humiliation de sa révocation fut double. Non seulement il perdit le contrôle des forces allemandes à l'Est, mais sa position au sein du cercle rapproché d'Hitler commença également à se détériorer rapidement. À sa place, Hitler nomma le général de la Wehrmacht Hans Guderian pour prendre le contrôle de la défense de Berlin. À partir de ce moment, Himmler perdit non seulement sa position sur le front, mais aussi la faveur d'Hitler. Bien que les SS restassent une organisation puissante, la perte de son poste de commandant militaire signifiait qu'Himmler n'était plus au sommet du pouvoir. Cette humiliation personnelle et politique le poussa à prendre des décisions plus risquées. C'est alors qu'Himmler, conscient de la défaite imminente du Reich, commença à envisager d'autres voies pour sa survie politique. Au lieu de continuer à faire preuve de loyauté aveugle envers Hitler, Himmler adopta une posture plus pragmatique. Tandis qu'Hitler s'accrochait encore à l'idée d'une victoire coûte que coûte, Himmler constatait que la guerre était perdue. La dégradation physique et mentale d'Hitler, conjuguée à son échec en tant que chef militaire, avait créé une fracture entre lui et plusieurs hauts responsables du régime. Au lieu de rester fidèle à un Hitler déclinant, Himmler commença à tisser un réseau de contacts avec les puissances occidentales. Il approche des représentants neutres en Suède, cherchant à établir des canaux de communication avec les alliés occidentaux, en particulier les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Himmler comprit que s'il parvenait à obtenir un engagement des Alliés en faveur d'une reddition partielle excluant les Soviétiques, il pourrait assurer la survie de l'Allemagne sous un régime anticommuniste dans lequel il jouerait un rôle central. Cette stratégie, en plus d'être risquée, était profondément traîtresse. Himmler savait qu'Hitler n'aurait jamais accepté une reddition partielle, encore moins des négociations avec les ennemis du Reich. Pourtant, dans sa désespérance croissante, Himmler était prêt à prendre ce risque. Le 20 avril 1945, dans un geste de loyauté apparente, Himmler assista à la célébration de l'anniversaire d'Hitler à Berlin, bien que les Soviétiques fussent déjà aux portes de la ville ce même après-midi. Lors de cette célébration, Himmler jura fidélité à Hitler, mais sa véritable allégeance se tournait désormais vers les alliés occidentaux. Durant ces semaines de planification inutile, Himmler commença à se comporter de manière de plus en plus erratique. Il quittait rarement son train, qui n'était pas équipé de manière adéquate pour la mission, ne disposant que d'une ligne téléphonique, sans cartes adaptées ni radio pour communiquer avec le front. Il montrait également peu d'intérêt pour le travail, qu'il percevait comme un effort vain. Il ne travaillait que 4 heures par jour et uniquement après avoir reçu un massage chaque matin, suivi d'un déjeuner et d'une longue sieste. Le manque de leadership devint évident dans la performance de l'armée allemande sur le front de l'Est. Tandis que les Soviétiques avançaient inexorablement, Himmler concentrait ses efforts sur la création d'une voie de fuite personnelle, contactant des intermédiaires neutres susceptibles de faciliter des négociations avec les alliés occidentaux. Sa logique était simple. S'il pouvait se positionner comme un dirigeant anticommuniste prêt à se rendre aux alliés, il pourrait peut-être sauver non seulement l'Allemagne, mais aussi sa propre vie. Conspiration et trahison. Les dernières manœuvres de Himmler. Himmler envisagea de négocier une résolution de paix de manière indépendante. Son objectif n'était pas seulement de sauver l'Allemagne de l'invasion soviétique, mais aussi de se positionner comme le successeur de Hitler dans un contexte où le Troisième Reich se trouvait déjà au bord de la désintégration. Pour mettre ses plans à exécution, Himmler fit appel à l'un de ses plus proches collaborateurs, Félix Kersten, un physiothérapeute d'origine baltique qui avait joué un rôle clé dans sa vie personnelle, en raison de sa capacité à soulager les terribles douleurs d'estomac dont il souffrait. Kersten, installé en Suède, servit d'intermédiaire dans les négociations avec le comte Folke Bernadotte, chef de la Croix-Rouge suédoise.
Des lettres furent échangées entre les deux hommes et des rencontres directes furent organisées par Walter Schellenberg du RSHA, le service de renseignement des SS. Parallèlement, Himmler émit une directive ordonnant que les Juifs marchent depuis les chantiers de fortification à la frontière austro-hongroise jusqu'à Mauthausen. Son intention était d'utiliser ces prisonniers comme otages dans d'éventuelles négociations de paix. Des milliers périrent lors de ces marches forcées, témoignage de la brutalité qui caractérisait le régime de Himmler jusque dans ses derniers jours. Le 21 avril, Himmler rencontra Norbert Masur, un représentant suédois du Congrès juif mondial, pour discuter de la libération de prisonniers des camps de concentration juifs. À la suite de ces négociations, environ 20 000 personnes furent libérées lors de l'opération des bus blancs. Au cours de cette rencontre, Himmler tenta de justifier l'Holocauste auprès de Masur, affirmant faussement que les crématoires des camps avaient été construits pour gérer les corps de prisonniers morts d'une épidémie de typhus. Il affirma également des taux de survie très élevés pour les camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, bien que ces lieux eussent déjà été libérés, rendant ces allégations manifestement fausses. Le 23 avril, Himmler rencontra directement Bernadotte au consulat suédois de Lübeck. Se présentant comme le chef provisoire de l'Allemagne, il affirma que Hitler serait mort dans les jours suivants. Espérant que les Britanniques et les Américains combattraient les Soviétiques aux côtés de ce qui restait de la Wehrmacht, Himmler demanda à Bernadotte d'informer le général Dwight Eisenhower que l'Allemagne souhaitait se rendre aux alliés occidentaux et non à l'Union soviétique. Bernadotte demanda à Himmler de formaliser sa proposition par écrit, ce qu'Himmler accepta. Pendant ce temps, Göring avait envoyé un télégramme quelques heures plus tôt demandant à Hitler l'autorisation d'assumer la direction du Reich en sa qualité de successeur désigné, un acte que le Führer interpréta comme une exigence de renoncement ou une tentative de coup d'État. Le 27 avril, le représentant de Himmler des SS au quartier général d'Hitler à Berlin, Hermann Fegelein, fut capturé en civil alors qu'il se préparait à déserter. Il fut arrêté et ramené au Führerbunker, où il fut ensuite exécuté. Dans la nuit du 28 avril, la BBC diffusa un reportage sur les tentatives de négociation de Himmler avec les alliés occidentaux. Hitler, qui considérait Himmler comme le second plus fidèle après Joseph Goebbels, fut furieux de cette trahison et déclara que les négociations secrètes de Himmler représentaient la pire trahison qu'il eût jamais connue. Hitler ordonna l'arrestation de Himmler et destitua Fegelein de toutes ses fonctions. À ce moment-là, les Soviétiques avaient progressé jusqu'à la Potsdamer Platz, à seulement 300 mètres de la chancellerie du Reich, et se préparaient à envahir le bâtiment. Ce rapport, combiné à la trahison de Himmler, poussa Hitler à rédiger son testament. Dans ce document, achevé le 29 avril, un jour avant son suicide, Hitler déclara Himmler et Göring traîtres. Il destitua Himmler de toutes ses fonctions dans le parti et dans l'État, l'expulsant du parti nazi. Hitler nomma le grand amiral Karl Dönitz comme son successeur. Himmler rencontra Dönitz à Flensburg et proposa de devenir son second. Il affirmait avoir droit à une position dans le gouvernement provisoire de Dönitz en tant que Reichsführer SS, croyant que les SS seraient bien placés pour restaurer et maintenir l'ordre après la guerre. Dönitz rejeta à plusieurs reprises les suggestions de Himmler et entama des négociations de paix avec les Alliés. Le dernier jeu de pouvoir, l'ambition désespérée d'un chef déchu. Le 28 avril 1945, après la découverte de ces négociations secrètes avec les Alliés, Hitler dépouilla Himmler de toutes ses fonctions et l'expulsa officiellement des SS. Cette condamnation marquait la fin de sa position institutionnelle au sein du Reich, qu'il avait contribué à construire pendant plus d'une décennie. Hitler, qu'il avait jusque-là considéré comme l'un de ses collaborateurs les plus fiables, le déclara désormais traître dans son testament politique. Malgré cette destitution formelle, Himmler conserva intacte sa structure opérationnelle au sein des SS. Les années passées à bâtir méticuleusement un appareil de sécurité parallèle à l'État lui avaient procuré des ressources et du personnel qu'il pouvait potentiellement mobiliser à ses fins. Ses contacts s'étendaient également à des figures neutres dans des pays comme la Suède et la Suisse, des connexions cultivées durant les récentes négociations. Alors que Berlin était encerclé par les Soviétiques et qu'Hitler était isolé dans son bunker,
Himmler tourna son attention vers le gouvernement provisoire établi par Karl Dönitz à Flensburg, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Le 1er mai, après la confirmation de la mort d'Hitler, Dönitz assuma officiellement la présidence du Reich selon les dispositions du testament d'Hitler. Ce gouvernement de Flensburg constituait le dernier bastion d'autorité officielle allemande reconnu par les forces militaires qui ne s'étaient pas encore rendues. Entre le 1er et le 6 mai, Himmler tenta de s'intégrer dans cette nouvelle structure gouvernementale. Dans ses échanges avec Dönitz, il présenta les SS comme une force organisée capable de maintenir l'ordre intérieur durant la période de transition. Il fit valoir que son expérience en matière de sécurité et sa connaissance des structures de renseignement seraient précieuses pour négocier avec les alliés occidentaux, particulièrement face à la crainte croissante de l'expansion soviétique. Dönitz, amiral de carrière peu impliqué dans l'appareil du parti, évalua la situation de manière pragmatique. Son gouvernement provisoire fonctionnait dans des conditions extrêmement limitées. Il ne bénéficiait d'aucune reconnaissance internationale, ne contrôlait qu'une fraction du territoire allemand et son objectif principal était de négocier une reddition ordonnée minimisant les pertes allemandes, en particulier parmi les civils et les militaires fuyant l'avance soviétique. Les rapports de renseignement parvenus à Flensburg indiquèrent clairement la position des Alliés. Toute structure gouvernementale comprenant des figures importantes du régime nazi, en particulier celles liées aux atrocités de l'Holocauste, serait immédiatement rejetée. Himmler figurait en tête de la liste des criminels de guerre recherchés. Durant les premiers jours de mai, Dönitz maintint Himmler dans une position ambiguë, sans l'intégrer officiellement à son cabinet, mais sans rejeter non plus ses propositions. Cette stratégie répondait à des considérations pratiques. Tout en négociant avec les Alliés, il avait besoin de maintenir le contrôle sur toutes les forces allemandes n'ayant pas encore déposé les armes, y compris les unités SS fidèles à Himmler. Le 6 mai, lors d'une réunion officielle au siège du gouvernement provisoire, Dönitz communiqua à Himmler sa décision finale. Il n'était pas question qu'il fasse partie du gouvernement ni qu'il participe aux négociations avec les Alliés. La présence de l'ex-Reichsführer SS constituait un obstacle insurmontable à tout accord de reddition et compromettait irrémédiablement la légitimité du gouvernement provisoire. Cette décision marqua la fin des ambitions de Himmler de conserver une quelconque position de pouvoir institutionnel. Privé d'accès aux structures officielles et sachant que les Alliés le recherchaient comme criminel de guerre de premier plan, la situation exigeait des mesures drastiques. Dans la nuit du 6 au 7 mai, Himmler et un petit groupe de collaborateurs préparèrent de faux documents d'identité et planifièrent des routes d'évasion évitant les principaux points de contrôle alliés. La transformation était frappante. L'homme qui avait dirigé le plus vaste appareil de sécurité d'Europe, qui contrôlait la police, les camps de concentration et des unités militaires d'élite, se préparait désormais à vivre dans la clandestinité. Son réseau de pouvoir, bien que partiellement opérationnel dans certaines régions isolées, se désintégrait rapidement face à l'avancée des forces d'occupation. En quittant Flensburg le 7 mai, Himmler entamait la dernière phase de sa carrière, celle d'un fugitif. Avec des ressources limitées, des documents d'identité falsifiés au nom du sergent Heinrich Hitzinger et un petit groupe d'hommes fidèles, l'ancien commandant des SS se lançait dans une fuite vers le sud, où il espérait trouver des zones moins contrôlées ou d'éventuelles routes d'évasion vers des pays neutres. La fuite du Reichsführer, le désespoir d'un homme acculé. En quittant le gouvernement de Dönitz, Himmler prit la décision d'adopter une nouvelle identité pour éviter d'être identifié par les Alliés. Il se déguisa en simple sergent Heinrich Hitzinger, un membre de la police secrète de l'armée allemande. Il voyageait accompagné d'un petit groupe d'hommes de confiance, tous déguisés et munis de fausses identités. Avec ce groupe restreint, Himmler entama sa fuite vers le sud de l'Allemagne, espérant trouver refuge dans des zones moins surveillées. Son objectif était de rejoindre un endroit sûr, probablement les régions encore sous contrôle allemand comme la Bavière, ou peut-être de franchir la frontière vers la Suisse ou l'Espagne. Les jours que Himmler passa en fuite furent un véritable calvaire d'incertitude, car des patrouilles alliées se trouvaient partout en Allemagne. Le pays, dévasté par la guerre, présentait des routes hostiles, encombrées de réfugiés, de soldats démobilisés et de décombres. Les voitures et véhicules militaires allemands encore disponibles étaient rares,
et beaucoup d'entre eux étaient hors d'usage ou inutilisables en raison du manque de carburant et de la pénurie de ressources. Himmler et son petit groupe voyageaient à pied, progressant prudemment à travers des champs ravagés en évitant les routes principales où les soldats alliés effectuaient des contrôles. Le 10 mai 1945, Himmler se mit en route vers le sud. Les 15 hommes, sans doute bien armés de pistolets et mitraillettes, utilisaient 4 grosses voitures Wanderer W11, très appréciées par Himmler lors de ses précédentes visites au front. Le lendemain, le groupe atteignit la petite localité de Delver, à quelques kilomètres au sud-est de Friedstadt, sur la rivière Ida. Le jour suivant, le convoi arriva à Mana. En raison du chaos sur les routes, causé par les réfugiés, les troupes allemandes et les véhicules détruits, il leur fallut 2 jours pour parcourir une 60aine de kilomètres vers le sud à vol d'oiseau. Le groupe de Himmler se retrouva bloqué sur la rive nord de l'estuaire de l'Elbe, sans possibilité de faire traverser les véhicules. Les 4 grosses voitures furent abandonnées et le groupe marcha jusqu'à la rive à Buil. Après recherche et négociations, le groupe de Himmler paya à un pêcheur 500 marks du Reich pour les faire traverser le fleuve jusqu'à la ville de Neuhaus, à l'embouchure de la rivière Oa. À partir de ce moment, le groupe poursuivit sa route à pied. Durant les 5 jours suivants, ils progressèrent par des chemins de campagne, dormant dans des fermes, des granges ou même au bord de la route, devenant de plus en plus sales, mal rasés, endoloris et épuisés. Le 18 mai, le groupe atteignit Bremwörde, une petite ville sur la rivière Ost. Le plan était de traverser la campagne ouverte afin d'éviter de se retrouver piégés dans les villes et villages entre Hambourg et Brême, tous deux entièrement occupés par les Britanniques. Le même jour, le groupe s'installa dans une maison de campagne située sur Wallstraße à Bremwörde. Pendant 2 jours, des membres du groupe tentèrent d'obtenir des permis spéciaux de déplacement auprès du maire local, nommé par la nouvelle administration sous autorité britannique. Ils voulaient des papiers leur permettant de passer un poste de contrôle pour un prétexte inventé, comme un groupe de soldats allemands malades rentrant chez eux à Munich. Le maire, probablement conscient que le groupe représentait des fugitifs nazis et peu désireux d'irriter ses nouveaux supérieurs, rejeta toutes les demandes. Le groupe de Himmler resta dans la maison de campagne du 18 au 21 mai avant de prendre la décision de tenter de franchir le poste de contrôle pour continuer leur voyage. Himmler et ses 2 assistants, Groman et Matscher, restèrent en arrière pendant que le reste du groupe essayait de franchir le pont. À 15 heures, Kiermayer et le médecin personnel de Himmler, le docteur Gebhardt, se rendirent au pont, apparemment sans savoir qu'il existait un gué non surveillé un peu plus bas sur la rivière, par lequel tous auraient pu traverser sans problème. Leur intention était de franchir le pont et, en cas de succès, de revenir chercher les autres. À 16 heures, les 2 Allemands furent arrêtés sur le pont par le sergent Arthur Britton, du 103e détachement de réserve de sécurité de terrain du corps du renseignement de l'armée britannique. Il examina les laissez-passer de démobilisation des hommes et comprit immédiatement qu'en tant que membre de la police secrète de terrain, il devait être arrêté, mais il garda cela pour lui. Britton apprit rapidement par le docteur Gebhardt qu'il n'était que l'avant-garde d'un groupe beaucoup plus important d'anciens agents de la police secrète malade. Britton organisa rapidement 2 camions militaires et une escorte pour aller chercher le reste des camarades de Gebhardt. Les camions revinrent avec Gebhardt et le reste du groupe, mais sans 3 hommes, Himmler et ses 2 assistants. Le groupe entier fut arrêté et conduit au camp d'internement civil de Westertimke, près de Brême. Cependant, le sergent Britton retint le docteur Gebhardt et se rendit avec lui à la ferme pour chercher les 3 hommes restants. Mais à leur arrivée, Himmler et ses compagnons s'étaient éclipsés. Les services de renseignement britanniques furent alertés de la présence de 3 suspects de la police secrète de terrain en fuite dans la région. Le petit groupe de Himmler supposait que Kiermayer et Gebhardt avaient franchi avec succès le poste de contrôle du pont. Ils attendirent, puis tentèrent eux-mêmes leur chance le 22 mai. Le trio marcha dans les rues de Brême. Groman et Matscher portaient de longs manteaux d'officiers SS sans insigne, marchant de part et d'autre de Himmler, beaucoup plus petit, qui portait des restes d'uniforme de l'armée allemande, un imperméable bleu et un cache-œil. Avant d'atteindre le pont, une patrouille britannique les intercepta et les escorta jusqu'au moulin pour interrogatoire. Le sergent Britton les accueillit
et informa de leur arrivée par téléphone le sergent-major John Hogg. Heinrich Himmler était désormais entre les mains des Alliés, mais pour l'instant, sa véritable identité leur échappait. Il n'était qu'un autre soldat allemand de bas rang à traiter dans un camp de détention, en raison du rôle de son unité pendant la guerre. Himmler passa sa première nuit en captivité britannique avec Groman et Macher, dormant sur le sol du moulin, utilisant des sacs de grains comme matelas. Ce qui comptait, c'est que si la fausse identité de Himmler était maintenue, il pouvait espérer être libéré après quelques semaines ou mois, peut-être même plus tôt, ce qui lui permettrait de poursuivre son plan, comme il l'avait affirmé au ministre des Affaires étrangères de Dönitz, Schwerin von Krosigk, début mai 1945, affirmant que les Alliés ne le trouveraient jamais, qu'il resterait caché et attendrait des évolutions politiques favorables. Lors des interrogatoires, Himmler et ses compagnons affirmèrent être des sergents de la police secrète de terrain, mais les tampons SD flous sur leurs papiers éveillèrent des soupçons. Lorsque les Britanniques examinèrent les bagages de Himmler, ils confisquèrent une grande loupe gravée d'ailes d'aigle nazi, mais apparemment n'y prêtèrent pas attention. Le reste des objets personnels de Himmler, certains portant son monogramme HH ou même son titre RFSS, avaient été cachés dans la ferme et seraient découverts bien plus tard par des sous-officiers du corps du renseignement. Mort et conspiration. La fin mystérieuse de Himmler. La capture de Heinrich Himmler. Le 21 mai 1945 marqua la fin de la figure la plus sinistre encore en vie du Troisième Reich. L'homme qui avait supervisé la création et l'expansion des camps de concentration et d'extermination, l'architecte de la solution finale, se retrouvait désormais sous la garde britannique. Cependant, sa mort ne fut pas le résultat d'un acte de justice ni d'un procès formel. Elle se produisit dans des circonstances mystérieuses qui continuent encore aujourd'hui à susciter le débat. À 7 heures du matin le 23 mai, Himmler et ses compagnons furent transférés à Westertimke, au quartier général du camp 6, la 45e station de sécurité de terrain de l'armée britannique, arrivant vers 9 heures. Après avoir été enregistrés, Himmler et ses assistants furent conduits 45 miles au sud-est jusqu'à Barnstedt, un camp spécial d'interrogation près du village de Lüneburg, où ils arrivèrent vers 18h30 après plusieurs arrêts. Himmler fut immédiatement reconnu par certains prisonniers se trouvant près des barbelés, malgré sa moustache rasée et son cache-œil noir, notamment par Karl Kaufmann, ancien Gauleiter de Hambourg, qui avait rencontré Himmler à de nombreuses reprises. Himmler savait désormais que la partie était terminée. Tôt ou tard, un prisonnier informerait les Britanniques de son identité. Toutefois, il pensait encore pouvoir jouer ses dernières cartes. Après tout, il était le nazi de plus haut rang en captivité alliée et possédait une immense quantité d'informations secrètes qu'il pouvait tenter d'utiliser à son avantage, y compris des données compromettantes pour les Britanniques. Himmler pensait peut-être pouvoir encore négocier un accord. Il exigea de voir le commandant du camp, le capitaine Thomas Sylvester. Après quelques discussions avec les sous-officiers britanniques, une entrevue lui fut accordée à 19 heures. Himmler conduisit ses compagnons jusqu'au bureau de Sylvester. L'officier britannique le décrivit comme petit, maladif et vêtu de façon négligée. Ses compagnons avaient l'air bien différents, manifestement des militaires au port droit et au crâne rasé. Sylvester ordonna que Groman et Macher soient emmenés hors du bureau et gardés sous surveillance stricte. Himmler mit alors ses lunettes. Sylvester lui demanda son nom, ce à quoi le prisonnier répondit à voix basse « Je suis Heinrich Himmler ». Sylvester téléphona immédiatement au quartier général de la 2e armée britannique à Lüneburg et parla au major Norman Rice, un officier du renseignement qui, au début, ne le crut pas. Cependant, après une conversation quelque peu confuse, Rice annonça qu'il partait immédiatement pour Barnstedt. Pendant qu'il attendait l'arrivée des renforts, Sylvester ordonna à Himmler de se déshabiller. Les sous-officiers examinèrent soigneusement ses vêtements. Ils trouvèrent un contenant en laiton avec une capsule en verre, apparemment une capsule de cyanure. Sylvester demanda à Himmler ce que c'était. Il répondit « C'est mon médicament, il soulage les crampes d'estomac ». Un second contenant en laiton, vide celui-là, fut aussi découvert. Sylvester ordonna une fouille corporelle complète, mais ils ne vérifièrent pas sa bouche, craignant qu'il y cache la capsule de cyanure prête à être utilisée.
Le major Reiss et son équipe arrivèrent à Barnstedt vers 19h30. Il apportait avec lui une photo de Himmler en uniforme noir des SS Allgemeine, ainsi qu'une courte biographie incluant sa date de naissance, ses numéros d'adhésion au parti nazi et au SS, et un échantillon de sa signature. Cependant, Reiss ne disposait d'aucune donnée sur son poids, sa taille ou ses empreintes digitales. Sa mission était simple: confirmer l'identité de Himmler sans l'ombre d'un doute. Himmler donna une réponse vague sur son numéro d'adhésion au NSDAP, mais fournit un numéro relativement proche. Il donna correctement sa date de naissance et accepta de signer un document, à condition que la signature soit détruite immédiatement après. La signature correspondait à l'échantillon apporté par Reiss, et Himmler fut officiellement identifié comme le Reichsführer SS. Reiss téléphona à Lüneburg et s'adressa à son supérieur, le colonel Michael Murphy, chef du renseignement de la 2e armée britannique. Murphy, encore mal remis des célébrations de la victoire, se mit en route pour prendre en charge ce prisonnier d'exception. Il arriva au camp à 21h45. Après concertation avec Reiss, Murphy ordonna à Himmler de se déshabiller une seconde fois, ce qu'il refusa d'abord de faire. Face à la menace d'être déshabillé de force, Himmler obtempéra à contre-cœur. Ensuite, il refusa de revêtir l'uniforme de bataille britannique, préférant porter une simple chemise grise de l'armée allemande, des sous-vêtements et des chaussettes. Les Britanniques lui remirent une couverture militaire en guise de manteau. Murphy décida qu'un examen de cavité corporelle serait réalisé par un médecin, non pas dans le camp, mais dans une maison réquisitionnée à Lüneburg, sinistrement appelée la maison à usage spécial, située au 31A de la rue Uelzenerstraße. Un médecin devait les y rejoindre. À 22h40, Himmler monta dans une voiture, assis à l'arrière entre l'adjoint de Murphy et un garde, Murphy occupant le siège avant passager. Himmler donna même des indications de direction lorsque Murphy se perdit en chemin. À leur arrivée au 31A de la rue Uelzenerstraße, Murphy et Himmler furent accueillis par le capitaine Wells du Royal Army Medical Corps, un officier de 55 ans, médecin généraliste dans le civil. Était également présent le sergent-major Edwin Austin du quartier général de la compagnie de défense. Murphy ordonna à Wells de chercher du poison sur Himmler, ce à quoi le médecin répondit irrité. « Je suis médecin, pas détective. » Contrairement au rapport officiel et aux illustrations de l'époque, le salon n'était pas meublé et il y faisait froid, les fenêtres grandes ouvertes. Selon le rapport, Himmler se déshabilla pour la 3e fois. Murphy quitta la pièce, probablement pour aller aux toilettes, encore affecté par sa gueule de bois. Les seules autres personnes présentes étaient le docteur Wells et le sergent-major Austin. En cherchant du poison, Wells décida d'examiner d'abord la bouche de Himmler et non son rectum. Wells l'examina soigneusement, le rassurant, puis lui demanda d'ouvrir la bouche. Himmler obéit. Wells déclara avoir vu la pointe d'un petit objet dépasser entre sa joue gauche et ses dents. À ce moment-là, Himmler mordit violemment l'objet et les doigts de Wells, écrasant une capsule de cyanure en verre. Son visage se tordit de douleur et devint écarlate. Ses veines saillirent, ses yeux se vitrèrent, et il s'effondra au sol. Wells cria « Mon Dieu, c'était dans sa bouche, il me l'a fait !» Plusieurs personnes accoururent alors que Wells tentait de nettoyer la bouche de Himmler avec un mouchoir humide et de lui administrer la respiration artificielle. À un moment, ils soulevèrent Himmler par les chevilles pour essayer de faire sortir le poison. Himmler respira difficilement pendant 30 secondes et son pouls continua pendant 1 minute supplémentaire. Puis, il mourut. Le rapport d'autopsie de Himmler note certaines abrasions au talon. Son nez était légèrement dévié vers la droite et une asymétrie faciale fut observée sur le cadavre, absente sur les photographies connues de Himmler de son vivant. Les documents relatifs à la mort de Himmler, y compris les rapports de sa capture et de l'autopsie, restent classifiés. Ces dossiers ne seront rendus publics qu'en 2045, alimentant les spéculations sur les circonstances de sa disparition. L'or maudit, les sombres projets de fuite de Himmler. Le destin de Heinrich Himmler, après sa tentative de fuite ratée et son arrestation, est l'un des épisodes les plus déroutants de l'histoire du Troisième Reich. Ce qui s'avère encore plus énigmatique, ce sont ses derniers mouvements avant sa capture, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à prendre des décisions aussi périlleuses. Tout au long de sa vie, Himmler s'était montré maître dans l'art de la manipulation et de la conspiration.
et dans ces derniers jours, il semblait prêt à recourir à ses anciennes tactiques dans l'espoir de garantir sa survie personnelle. Durant la Seconde Guerre mondiale, Himmler avait accumulé non seulement un pouvoir politique et militaire, mais aussi un réseau de ressources financières largement dissimulé. En tant que chef des SS et commandant de la police du Reich, Himmler supervisait une vaste machine de répression et d'exploitation économique. Outre les ressources qu'il contrôlait par ses fonctions dans l'administration nazie, Himmler avait également organisé une série de réserves secrètes incluant d'importantes quantités d'or et de devises étrangères. Dans les derniers mois de la guerre, Himmler savait que la défaite était inévitable, mais il espérait que l'accès à ces ressources pourrait lui permettre de négocier une issue qui le sauverait, lui et ses partisans. L'un des aspects les plus mystérieux des derniers jours de Himmler est son lien avec l'or. Un document découvert en 2015 dans les archives nationales des États-Unis révèle que Himmler avait ordonné le dépôt de 900 kg d'or et de devises dans le coffre d'un bureau de poste de la ville de Plauen, un coffre-fort clandestin en réalité. La ville de Plauen, qui avait subi d'intenses bombardements, fut prise par les forces américaines le 16 avril 1945, un événement dont Himmler, alors encore Reichsführer SS, devait être parfaitement informé. Himmler savait également que Plauen devait faire partie de la zone d'occupation soviétique après-guerre en Allemagne, car une carte montrant le découpage post-conflit du pays avait été capturée par les Allemands lors de l'offensive des Ardennes l'hiver précédent, provoquant un émoi au sein du haut commandement allemand. Les Américains ne découvrirent réellement cette cache que le 26 avril 1945, 11 jours après avoir occupé la ville, et pour tout ce que Himmler en savait, elle n'avait pas encore été trouvée lorsqu'il entama son déplacement vers les montagnes du Harz à la mi-mai 1945. Ce compte bancaire secret avait été ouvert sur ordre personnel de Heinrich Himmler et à son nom en avril 1944, preuve supplémentaire qu'il préparait une forme d'exil hors d'Allemagne. Il pourrait également avoir établi d'autres cachettes similaires dont nous n'avons pas encore connaissance, enfouies dans des archives non encore consultées. L'explication donnée par son aide de camp, le SS Obersturmbannführer Werner Grothmann, était que Himmler envisageait que son petit groupe de subordonnés, au total 15 hommes, se rendent d'abord dans les montagnes du Harz pour s'y cacher quelques semaines ou mois, jusqu'à ce que la frénésie de l'occupation initiale se calme. En parallèle, un fidèle déguisé en civil devait se rendre à Plauen, entrer en contact avec les structures nazies locales, notamment ceux qui avaient la garde de l'or, en récupérer une partie ou la totalité, et la porter dans le Harz. Ensuite, le groupe, correctement déguisé et muni de faux papiers, se dirigerait vers les Alpes pour franchir la frontière vers l'Italie ou la Suisse. Une unité spéciale de chasse alors de l'armée américaine, composée de 75 hommes, appelée Task Force Fisher, était commandée par le lieutenant-commandant de la garde côtière américaine Joel Fisher, un avocat de Washington, D.C., au ministère du Trésor américain. Cette unité suivait les troupes américaines lors de leur progression à travers l'Allemagne centrale, récupérant de l'or et des devises nazies sur leur passage. À Plauen, des responsables de la Reichsbank confirmèrent la présence de sacs d'or dans un coffre au sous-sol du bureau de poste, mais affirmèrent ne pas avoir la clé. Celle-ci était entre les mains d'un fonctionnaire tué lors d'un bombardement, son corps et la clé étant ensevelis sous des tonnes de décombres. La Task Force Fisher fut aidée par une compagnie du génie de combat qui utilisa des explosifs pour ouvrir le coffre-fort. Fisher et ses hommes mirent au jour, aux valeurs de 1945, 250 000 $ américains en pièces d'or, 1 million de francs suisses, également en or, 98 500 florins néerlandaises en pièces d'or et 151 560 couronnes norvégiennes en or. Il y avait également une quantité moindre de dinars yougoslaves et de monnaie hongroise. Au total, les pièces d'or pesaient 900 kg, réparties dans 35 sacs. Si l'on en croit Werner Grothmann, et rien ne permet d'en douter, ce qu'il affirmait semblait logique. Le plan de Himmler était clairement de quitter l'Allemagne et de franchir les Alpes vers l'Italie ou la Suisse. Il est frappant de constater que de nombreux criminels de guerre nazis prirent effectivement cette direction, car il existait des réseaux d'exfiltration partant d'Allemagne et d'Autriche jusqu'au port de Gênes. De là, avec des passeports fournis par la Croix-Rouge et parfois des visas d'entrée argentins,
Il était relativement simple d'embarquer pour l'Amérique du Sud, tandis que d'autres se rendaient au Moyen-Orient, en particulier en Syrie. Était-ce là le plan ultime de Himmler? Nous ne le saurons jamais, car il fut capturé par les Britanniques et mourut dans des circonstances très mystérieuses alors qu'il était sous leur garde. En 1945, tandis que Himmler tentait de négocier avec les Alliés via le comte Bernadotte, le chef des SS possédait 2 coffres forts entreposés chez le SS Schützenführer Heinrich Springer, officier principal de l'état-major du groupe d'armée de la Vistule, dernier commandement militaire de Himmler sur le front de l'Est. Selon l'épouse de Springer, l'un des coffres contenait de l'or, des bijoux et des objets personnels, dont un précieux collier de perles et plusieurs montres serties de diamants. L'autre coffre renfermait une grande quantité de billets en diverses devises étrangères. Ces coffres furent récupérés par un membre inconnu du personnel de Himmler dans la nuit du 12 au 13 mai 1945 et ne furent jamais revus. À cette date, Himmler avait déjà quitté la région. L'officier venu chercher les 2 coffres avait-il pour mission de les transporter dans les montagnes du Harz, vers cette cache supposée mentionnée par Grothmann? C'est une possibilité. Ou bien s'était-il simplement servi, sachant que Himmler avait quitté la zone? Les récits indiquent que Himmler et son groupe ne voyageaient pas avec des caisses d'or ou d'espèces dans leur véhicule. La seule mention d'argent concerne le moment où ils abandonnèrent leur voiture et soudoyèrent un pêcheur avec 500 Reichsmark pour les faire traverser une rivière. Les Britanniques n'ont jamais signalé avoir trouvé Himmler et ses 14 compagnons en possession d'or, de diamants ou d'importantes sommes d'argent liquide, et les assistants de Himmler n'ont jamais déclaré que les Britanniques les avaient dépouillés de biens de valeur dans les entretiens donnés après la guerre. Il est donc probable que Himmler comptait retrouver sa richesse mobile plus tard durant sa fuite planifiée. Outre les ressources dissimulées dans les coffres secrets de Plauen, Himmler avait accès à une autre source importante de richesse, une maison située dans la région de Berchtesgaden, au sud de l'Allemagne. Cette propriété, achetée en 1943 pour sa maîtresse Hedwig Potast, était connue sous le nom de Schnöckel am See. Himmler y avait entreposé certains de ses biens personnels, dont des uniformes, des photos et autres objets, découverts par les troupes américaines lors de la capture de la zone début mai 1945. Il reste toutefois inconnu si un quelconque trésor s'y trouvait. L'idée de se cacher dans les montagnes du Harz durant quelques semaines ou mois était parfaitement sensée, et elle coïncide avec un autre élément que l'on connaît de Himmler, l'existence d'une cache extrêmement importante d'or. Les montagnes du Harz, situées en Saxe et en Thuringe, couvrent une superficie de 859 miles carrés de forêts et de terrains escarpés, avec un sommet culminant à un peu plus de 900 mètres. Cette stratégie porte la marque de la planification méthodique pour laquelle Himmler était réputé. Il savait que, malgré son expulsion par Hitler, les membres des SS et d'autres fidèles pouvaient encore lui fournir un abri et des ressources dans les régions montagneuses reculées de l'Allemagne. De plus, les montagnes du Harz offraient un accès relativement facile aux routes menant vers le sud qui pouvaient le conduire hors du territoire allié. Les derniers jours de Himmler reflètent l'intense paradoxe de son personnage, un homme qui avait atteint les sommets du pouvoir en tant que bras droit de Hitler pour finir en fugitif, rampant à travers la campagne et s'accrochant à l'espoir d'évasion avec les mêmes méthodes calculatrices et impitoyables qui avaient caractérisé son ascension. Comme beaucoup d'autres criminels de guerre nazis ayant échappé à la justice, Himmler semblait croire que son accès à des ressources dissimulées et à un réseau de loyaux partisans le sauverait. Pourtant, les événements finirent par surpasser les plans de Himmler. Malgré sa préparation méticuleuse et son approche méthodique, il fut capturé par des forces qu'il avait sous-estimées, et sa vie se termina dans la honte et le mystère, bien loin de la gloire qu'il avait imaginée pour lui-même. Le Reich de Milan n'avait duré qu'un peu plus d'une décennie, et Himmler, l'homme dont la carrière avait reposé sur la brutalité et le contrôle, découvrit qu'à la fin, il ne pouvait même pas contrôler son propre destin.